Bonjour à tous, bonjour Aurélien. Bonjour Lydie, bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire consacré spécialement aux règles à connaître et aux points de vigilance à avoir à l'entrée et à la sortie d'un logement loué en résidence principale. Vous êtes locataire de votre logement et vous vous questionnez régulièrement sur la législation lorsque l'on emménage ou déménage. Vous vous posez des questions sur l'aide au logement, que faire, quand et comment. Eh bien, c'est pour cette raison aujourd'hui que nous réalisons ce webinaire en partenariat avec l'ADIL de l'Aude. À mes côtés, Aurélien Milot, directeur de l'ADIL, avec qui nous allons répondre à toutes vos questions. Aurélien, je te laisse le soin de te présenter, nous présenter l'émission de l'ADIL. Et merci Elodie. Donc l'ADIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Nous sommes une association de droit privé, mais avec une mission de service public. Donc qui dit service public dit gratuité, neutralité, indépendance. Notre rôle, c'est de délivrer des conseils juridiques à tout public, qu'on soit locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, sur toutes les questions qui touchent de près ou de loin au droit de l'habitat. Alors c'est bien sûr les rapports locatifs dans le sujet de ce jour, les rapports bailleur-locataire, mais c'est aussi beaucoup d'autres sujets. C'est l'accession à la propriété, c'est la copropriété, c'est l'urbanisme, la fiscalité, les règles de voisinage, l'inversion de l'habitat. Voilà, donc on a des domaines très diversifiés qui peuvent répondre à vos attentes. Alors Aurélien, afin d'être le plus clair possible avec les personnes qui nous regardent, je te propose que l'on retrace ensemble le cheminement d'une personne, de l'emménagement dans un logement jusqu'à la sortie du logement, en expliquant à chaque étape les droits et devoirs du locataire. Alors, dans un premier temps, on va prendre un exemple. J'ai trouvé mon logement, j'emménage. Côté caution, premier mois de loyer, comment ça se passe? Est-ce que les bailleurs ont des critères à suivre, notamment pour le montant de la caution, la demande d'un garant? Oui, alors tout d'abord, il faut rappeler qu'un propriétaire bailleur est en droit donc de choisir son locataire. Alors pas sur des critères discriminatoires, mais sur des critères de solvabilité. Un bailleur peut rechercher des locataires qui ont un statut professionnel stable, CDI, fonctionnaire, des contrats en effet pérenne, et des revenus réguliers au niveau financier pour solvabiliser le loyer. Alors en pratique, beaucoup de bailleurs demandent à ce que le locataire ait des revenus donc réguliers à hauteur de 3 fois le montant du loyer. Alors quand ce n'est pas le cas, le locataire peut proposer au bailleur un garant, en effet, c'est souvent membre de la famille, un ami qui va se porter caution solidaire pour le locataire et s'engager à payer le loyer à sa place sur toute la durée du bail. Alors pour s'engager, ce garant doit signer un acte écrit, un engagement donc, de cautionnement solidaire sur une durée limitée ou illimitée. Alors lorsqu'un bailleur fait le choix d'une assurance garantie loyers impayés, une assurance GLI, par contre, il ne peut pas cumuler cette assurance avec la caution d'un tiers, de faire le choix entre l'un ou l'autre, sauf pour les étudiants et les apprentis où il peut cumuler les deux garanties. Alors, concernant le dépôt de garantie, la caution, comme on l'appelle visuellement, celle-ci est d'un montant de 2 mois de loyer hors charge pour les locations meublées et 2 mois de loyer pour les locations vides. Alors, ce dépôt de garantie est payé dès la conclusion du bail, voilà, qui peut être antérieur à la prise d'effet du contrat. Et le premier loyer, lui, n'est payable, bien sûr, que lorsque le bail prend effet. Et du coup, pour payer ma caution ou trouver un garant, est-ce qu'il existe des aides? Alors oui, il y a plusieurs aides qui peuvent intervenir pour aider un locataire à l'accès à son logement. Alors, il y a tout d'abord Action Logement, donc le collecteur du 1% patronal, qui propose différents dispositifs, notamment la garantie Visale, qui est ouverte à tous les jeunes entre 18 et 30 ans, quel que soit leur statut, qui est ouverte aussi à tous les salariés de droit privé qui ont un revenu inférieur ou égal à 1 500 € par mois, et qui est ouvert aussi aux locataires qui procèdent à de l'intermédiation locative. Alors, cette garantie, donc, elle permet de prendre en charge un loyer impayé sur 36 mensualités. Elle ne coûte rien au bailleur, elle ne coûte rien au locataire. Donc, c'est très intéressant, ça permet vraiment de solvabiliser un locataire, donc sans coût particulier. Alors, second dispositif d'Action Logement, c'est l'avance Locapass. Donc, Action Logement va prêter à un locataire la somme pour payer son dépôt de garantie. Alors, c'est un prêt sans intérêt. Alors, c'est ouvert aux jeunes de moins de 30 ans et à tous les salariés de droit privé et c'est remboursable sur une durée maximum de 25 mois. Donc, en dehors d'Action Logement, il y a aussi le Conseil départemental de l'Aude qui propose un dispositif qui s'appelle donc le FUL accès, FUL pour Fonds unique logement. Alors, pour favoriser l'accès au logement, ce FUL permet donc d'aider financièrement directement ou de faire des prêts sans intérêt pour le dépôt de garantie, pour le paiement du premier loyer, pour les frais d'agence, pour les frais de déménagement, les frais d'aménagement, assurance, achat de première nécessité. Alors, ces aides sont conditionnées par contre-ressources et pour les obtenir, il faut se rapprocher du travailleur social de la maison départementale de solidarité dont vous dépendez. Et côté CAF, vous avez également à votre disposition le prêt équipement. Donc, c'est une aide qui permet de faciliter l'accès aux articles ménagers, mobiliers aux familles à revenus modestes. Donc, il y a certaines conditions à remplir, notamment celle d'avoir au minimum un enfant à charge sur le dossier et d'avoir un quotient familial inférieur à 701. Donc, vous retrouverez toutes les conditions et le formulaire à télécharger sur nos pages locales du CAF.fr.
Alors Aurélien, on a parlé de trouver un logement. Maintenant, le propriétaire du logement me confirme qu'il accepte ma candidature pour la location. Comment ça se passe? Quels sont mes droits et devoirs? Alors, lorsque vous êtes mis d'accord avec le bailleur sur une mise en location et que le bailleur accepte en effet de vous louer le logement, donc il faut contractualiser cet engagement par un bail, un contrat de location qui va être en effet conclu par voie écrite entre les deux parties, chacun donc ayant un exemplaire en sa possession. Alors, ce contrat est accompagné de plusieurs documents obligatoires. Alors, tout d'abord, il y a des diagnostics obligatoires qui doivent être fournis aux locataires. Ces diagnostics, c'est notamment le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui indique le degré de conservation de la chaleur et le degré d'isolation du logement. C'est aussi l'état des risques naturels, miniers et technologiques, qui indique si le logement est situé à proximité d'un risque d'inondation, sismicité, sécheresse. C'est le diagnostic sur l'installation électrique intérieure ou de gaz intérieur si elle a plus de 15 ans. Et c'est aussi le diagnostic plomb pour le logement les plus anciens. Alors, outre ces diagnostics, le bailleur doit aussi fournir une notice d'information aux locataires qui sont un peu les conditions générales du bail. Il doit également annexer l'état des lieux d'entrée, qui est le descriptif du logement à l'arrivée du locataire, avec un inventaire de meubles pour les locations meublées. Alors, la conclusion de ce bail va générer par contre des frais d'agence pour le locataire si le bailleur est passé par un professionnel, sachant que ces frais d'agence doivent être partagés par moitié entre bailleur et locataire, chacun ayant un montant qui est plafonné par la loi, et donc qui est égal à 8 € par mètre carré de surface habitable du logement qui est loué. Alors, tu viens de parler du bail. Quels en sont les termes obligatoires? Alors, le contrat de bail, en effet, vient préciser les conditions de la location. Alors, c'est un modèle obligatoire qui est imposé par la loi, par un décret du 31 mai 2015. Et donc, ce contrat doit prévoir des mentions, en effet, spécifiques. Alors, tout d'abord, les informations concernant les deux parties au contrat, le bailleur, le locataire, donc leur nom, prénom, adresse. Des informations concernant le logement lui-même, donc sa typologie, T1, T2, T3, sa consistance, sa destination, son descriptif sommaire et sa surface habitable. Des informations sur la prise d'effet du contrat et sa durée, donc 3 ans pour un bail vide, 1 an pour un bail meublé. Et après, toutes les informations concernant le loyer, donc son montant bien sûr, sa date de paiement chaque mois, ses modalités de révision, le loyer du précédent locataire aussi, et des informations financières sur les charges locatives et sur le montant du dépôt de garantie. Nous y reviendrons après. Et quand il s'agit d'une colocation, donc des personnes qui ne sont pas en couple, est-ce que le bail doit être spécifique? Alors non, en colocation, il n'y a pas de bail spécifique. Alors la seule différence entre un bail normal, c'est que plutôt qu'un seul nom de locataire sur le contrat, il y aura 2 ou plusieurs noms. L'autre spécificité, c'est que dans les baux de colocation, il y a généralement une clause contractuelle de solidarité qui rend les colocataires solidaires les uns des autres pour le paiement du loyer, donc pendant toute la vie du bail, mais aussi si l'un part avant les autres, donc une solidarité qui persiste jusqu'à 6 mois, passé donc la date d'effet de son congé. Et logement meublé, logement non meublé, est-ce que ça change quelque chose? Alors oui, il y a quelques différences. Il y a déjà donc, la durée du bail, puisque location vide, on l'a vu, c'est 3 ans, la location meublée, donc c'est 1 an, ou 9 mois pour un étudiant. Il y a le montant du dépôt de garantie qui est plus élevé en location meublée, donc 2 mois de loyer qu'en secteur vide où ce n'est qu'un mois. Il y a également la possibilité en location meublée de forfaitiser les charges chaque mois, alors qu'en location vide, le principe est celui de l'avance et de la provision. En dehors de ces règles-là, les deux contrats sont identiques et les droits et obligations sont les mêmes. Merci beaucoup Aurélien pour toutes ces informations. Donc une fois que tout est en règle, que vous avez signé votre bail, vous emménagez, vous nous posez souvent la question, comment ça se passe pour l'aide au logement? Eh bien, il faut savoir que pour bénéficier de l'aide au logement pour votre résidence principale, vous devez remplir plusieurs conditions. Alors, la première condition, on en a parlé, vous devez être titulaire d'un bail. Alors, à savoir que côté CAF, il va y avoir une incidence dans le calcul de l'aide au logement si le logement est meublé ou non. Donc, pour un logement non meublé, nous tiendrons compte du loyer hors charge dans le calcul de l'aide au logement. Et pour un logement meublé, nous tiendrons compte du loyer charge comprise. La seconde condition, vous ne devez pas avoir de lien de parenté avec votre propriétaire, avec le propriétaire de votre logement. Donc, à savoir qu'aucun droit à l'aide au logement ne pourra être ouvert si c'est un ascendant ou descendant de l'un des membres du couple, que ce soit l'allocataire principal ou le conjoint, et peu importe le titulaire du bail, y compris lorsque le logement est loué par l'intermédiaire d'une agence. Également dans le cadre d'une SCI, si le total des parts détenues par le demandeur ou son conjoint, ou alors un ascendant ou descendant, est supérieur ou égal à 10%, il n'y aura pas droit à l'aide au logement.
Alors, une troisième condition, vous devez avoir des ressources inférieures à un certain montant. Alors, on ne va pas détailler aujourd'hui le calcul de l'aide au logement. Par contre, vous pouvez retrouver des explications concernant la réforme de l'aide au logement et la déclaration trimestrielle de l'aide au logement sur notre chaîne YouTube de la CAF de l'Aude, où nous avons consacré 2 webinaires à ce sujet. Et vous retrouvez également les barèmes de l'aide au logement sur caf.fr. Vous devez également vous acquitter d'une charge de logement, donc loyer ou redevance, et être à jour de vos loyers. Alors, à savoir que côté CAF, pour étudier votre droit à l'aide au logement, on va tenir compte du loyer du mois d'entrée dans les lieux quand vous faites votre demande. Et chaque année, un renouvellement des droits, donc en janvier, nous tenons compte du loyer de juillet de l'avant-dernière année. Donc, par exemple, pour janvier 2022, nous tenons compte du loyer de juillet 2021. Donc, si votre bailleur modifie votre loyer en avril 2022, cette augmentation de loyer sera prise en compte à partir de janvier 2023. Alors, Aurélien, on parle des charges de logement et justement, nos allocataires nous demandent souvent si les bailleurs peuvent augmenter le loyer comme ils l'entendent. Quelle est la réglementation à ce sujet? Alors non, bien sûr que le bailleur ne peut pas augmenter le loyer quand il veut, n'importe comment, avec n'importe quelle augmentation. Il ne peut le faire que sur 3 façons de procéder. La première, c'est la révision de loyer annuelle. Donc en général, c'est la date d'anniversaire du bail. Dès lors qu'une clause de révision de loyer prévoit cette révision, donc elle se fait en fonction donc, de la progression de l'indice de référence des loyers, l'IRL, qui est publié par l'INSEE. Donc c'est l'inflation appliquée au loyer. Et généralement, c'est une révision qui est de l'ordre de 1-2% par an. Donc, en dehors de cette révision annuelle, le bailleur peut aussi proposer au locataire des travaux d'amélioration pendant la vie du bail. Et dans ce cas-là, il peut proposer en contrepartie, en effet, une majoration de loyer, avec un avenant au bail qui viendra préciser ses conditions, sachant que le locataire, dans ce cas-là, peut accepter ou refuser cet avenant. Et enfin, troisième possibilité, c'est au terme du bail, donc à l'échéance des 3 ans ou de l'année pour un bail meublé du bail en cours, le bailleur peut, s'il estime que le loyer par rapport au loyer du voisinage est manifestement sous-évalué, donc il peut proposer une augmentation exceptionnelle du loyer. Donc dans ce cas-là, il doit prévenir le locataire avec un délai de prévenance, et si l'augmentation a lieu, elle est faite de façon progressive, sur 3 ans ou sur 6 ans. Et qu'en est-il des charges locatives qui incombent aux locataires? À quoi correspondent-elles et est-ce qu'elles sont fixes? Alors déjà, il faut savoir que les charges locatives sont listées par la loi de façon très limitative, par un décret qui date du 26 août 1987. Alors, ces charges locatives, c'est généralement les frais d'entretien des parties communes. Lorsqu'on est dans une immeuble collectif, c'est les frais d'entretien de ménage, les couloirs, les frais d'ascenseur, les frais de concierge, les frais d'entretien des espaces extérieurs aussi. C'est également la consommation d'eau individuelle du locataire et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors, le bailleur demande ces charges sous forme d'une avance ou d'une provision, donc en location vide, mais aussi en meublé, c'est possible. Et après, donc, il doit régulariser ses charges une fois par an lorsqu'il aura les justificatifs, bien entendu. Et donc, il fera la différence entre les provisions versées au crédit, les charges réelles au débit, et il ajustera. Il pourra demander au locataire un complément de charge. Alors, en secteur meublé, par contre, le bailleur donc, peut forfaitiser les charges, et dans ce cas-là, donc, les charges étant forfaitaires, elles ne sont pas régularisables. Par contre, elles sont révisables chaque année, comme le loyer en fonction de l'IRL. Alors, je crois que nous avons une question. Alors oui, on a une question de Justine. Elle souhaite savoir si elle peut bénéficier d'un droit à l'aide au logement si elle réalise des travaux à l'entrée dans le logement en compensation d'un loyer sur 1 ou plusieurs mois. Alors, côté CAF, en cas de non-paiement ou de réduction de loyer en compensation de travaux, le droit à l'aide au logement peut effectivement être maintenu. Par contre, Justine, vous allez devoir nous transmettre un document. Donc, ça sera notamment soit l'acquittance de loyer où figure le montant du loyer intégral. Sinon, il faudra nous fournir une copie du bail où figure le montant du loyer intégral, ou alors une attestation du bailleur qui fait état de cet arrangement. Dans les 2 derniers cas, donc le bail ou l'attestation du bailleur, il faut que ces documents fassent mention du montant du loyer acquitté sous forme de travaux et surtout de la durée de compensation des travaux. Du coup, Aurélien, je pense que côté législation, ça doit apparaître sur le bail. Oui, comme tu viens de le dire, donc Elodie, donc c'est vrai que dans ce cas-là, il faut que locataire et bailleur s'entendent sur un accord écrit, les paroles s'envolent, les écrits restent, donc bien important de contractualiser cet engagement entre les 2 parties, donc soit par une clause dans le contrat de location initialement, ou par un accord séparé, en effet, qui soit contresigné par les 2 parties, qui précise la nature des travaux à exécuter par le locataire et la durée donc, du loyer donc, qui vient en compensation.
Alors enfin, on vient à la dernière condition pour bénéficier de l'aide au logement, c'est celle de résider dans un logement décent. Donc on ne va pas détailler aujourd'hui la non-décence de l'aide au logement, mais vous avez la possibilité de retrouver 2 webinaires que nous avons fait en partenariat avec la DIL et avec Aurélien qui abordent le sujet de la non-décence et des impayés de loyer. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les visionner sur notre chaîne YouTube de la Cave de l'Eau. On vient d'énumérer toutes les conditions à remplir pour percevoir l'aide au logement. Je vais les rappeler rapidement. Donc, il faut être titulaire du bail et s'acquitter du loyer et des charges et être à jour du paiement de son loyer. Votre logement doit être décent. Vos ressources ne doivent pas dépasser un certain barème et vous ne devez pas avoir de lien de parenté avec votre bailleur. Alors, ces conditions étant réunies, donc, quelle est la démarche à faire pour obtenir une aide au logement ? Alors, très bonne question Aurélien. Donc, la démarche pour obtenir une aide au logement, elle se fait directement sur notre site piaf.fr. Donc, si vous rencontrez des difficultés à effectuer cette demande, vous avez des tutos à votre disposition. N'hésitez pas à les consulter. Alors, si vous n'êtes pas allocataire et qu'il s'agit de votre première demande, vous êtes donc primo-demandeur. Donc, il va d'abord falloir créer votre compte sur caf.fr et ensuite, vous pourrez effectuer votre demande d'aide au logement. Alors, au niveau de la législation, quand c'est votre première demande, votre droit à l'aide au logement va s'ouvrir le mois suivant l'entrée dans les lieux, si vous effectuez votre demande d'aide au logement dès l'entrée dans les lieux, ou le mois de la demande, si vous tardez à faire votre demande. Donc, on va prendre 2 exemples. Vous êtes primo-demandeur, vous remplissez toutes les conditions pour percevoir l'aide au logement. Vous entrez dans le logement le 4 avril. Vous effectuez votre demande d'aide au logement sur caf.fr le 15 avril, eh bien, votre droit à l'aide au logement va s'ouvrir au mois de mai. Et comme les prestations sont versées à terme échu, le droit de mai sera versé le 5 juin. Et le deuxième exemple, donc vous êtes toujours primo-demandeur, vous remplissez encore une fois toutes les conditions pour percevoir l'aide au logement. Vous entrez dans le logement le 4 avril et là, vous effectuez votre demande d'aide au logement le 15 juillet 2022. Et bien là, votre ouverture de droit à l'aide au logement se fera en juillet, le mois où vous avez effectué votre demande d'aide au logement. Et donc, elle sera versée le 5 août. Donc, vous l'aurez compris, ne tardez pas à faire votre demande d'aide au logement. Et pour votre information, il faut savoir qu'au niveau de la législation, il y a une possibilité de verser directement l'aide au logement au bailleur. C'est d'ailleurs un choix qui lui revient. Donc, pour percevoir l'aide au logement, le bailleur devra compléter une demande de versement direct et nous joindre son RIB. Ce formulaire est disponible sur caf.fr. Alors, on vient de voir comment ça se passe si c'est la première fois que vous faites une demande d'aide au logement, quand vous rentrez dans un logement. On va voir maintenant comment ça se passe si vous souhaitez déménager. Alors, Aurélien, quelles sont les obligations du locataire qui quitte un logement au niveau du préavis? Est-ce que c'est écrit, oral? Quelle est la durée? Comment ça se passe avec la caution? Ah oui, Elodie, donc quand un locataire veut quitter son logement, il peut faire bien sûr un congé par voie verbale. C'est pas opposable. Donc, il doit le faire par voie écrite. Donc, il doit adresser à son propriétaire par courrier recommandé avec accusé de réception, par voie d'huissier ou en remise à main propre, donc son courrier de congé, qui va en effet définir son intention de quitter les lieux. Et à compter de la réception de ce courrier par le bailleur, il y a un délai de préavis qui va commencer à courir. Alors, ce délai, il est de 1 mois pour tous en location meublée. Par contre, en location vide, il est de 3 mois. Mais il peut être réduit dans certains cas particuliers à 1 mois et on va voir un petit peu ces exceptions. Donc, il y a première chose, le fait d'être allocataire du RSA ou de l'allocation adulte handicapé, le fait d'obtenir un logement social, avoir un motif de santé qui peut justifier un changement de domicile, être malheureusement victime de violences conjugales. Et après, il y a aussi tout ce qui est lié à l'activité professionnelle, donc perte d'emploi subie, ce qui exclut la démission, un nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi précédente, l'obtention d'un premier emploi pour les jeunes et la mutation professionnelle. Et une fois que le préavis a été effectué, est-ce qu'un état des lieux doit être fait et comment ça se passe? Alors oui, une fois que le préavis est terminé, donc ça met un terme au contrat de location. Et dans ce cas-là, le locataire doit se rapprocher de son propriétaire pour prendre rendez-vous et organiser donc la remise des clés, la restitution des clés. Donc à ce moment-là, un état des lieux de sortie va être fait entre bailleur et locataire, sachant que l'un comme l'autre peuvent se faire représenter ce jour-là. Et l'état des lieux de sortie, ça va être donc un descriptif du logement au départ du locataire, qui sera ensuite comparé à celui d'entrée pour définir en effet les règles de restitution du dépôt de garantie. Donc c'est un moment qui est très important, c'est là que se joue le sort du dépôt de garantie. Donc il faut en tant que locataire être très vigilant sur la signature de ce document qui engage, sachant qu'il n'y a pas de droit de rétractation une fois que ce document est signé.
Et justement, si le locataire n'est pas d'accord avec l'état des lieux de sortie, est-ce qu'il a une voie de recours? Alors, dans ce cas-là, si le locataire n'est pas d'accord, il ne signe pas, en effet. Hein. Il n'a pas posé sa signature sur un constat qu'il ne partage pas. Donc, dans ce cas-là, il doit conserver les clés. Il faut savoir que dans ce cas-là, le loyer va continuer à courir, en effet, tant que les clés ne seront pas restituées. Et il ne fait pas l'huissier de justice, donc il sera à frais partagés pour faire un constat objectif, indépendant, qui s'imposera aux deux parties. Et si le bailleur ne rend pas la caution au locataire ou une partie de la caution, est-ce que là encore, il a une voie de recours? Alors oui, donc une fois que ces clés sont restituées, donc le bailleur dispose d'un délai légal pour adresser au locataire le décompte de restitution de son dépôt de garantie. Alors ce délai, il n'est que de 1 mois si l'état des lieux d'entrée et de sortie sont conformes en tout point, ce qui est assez rare, et s'il est de 2 mois lorsque les deux états des lieux d'entrée et de sortie sont différents. Alors, donc, pendant ce délai-là, le locataire n'a pas grand-chose à faire qu'attendre. Donc, si le bailleur n'a pas adressé de décompte dans ce délai légal, par contre, le locataire devra mettre en demeure son propriétaire par un courrier recommandé avec accusé de réception pour lui rappeler ses obligations. Si le bailleur n'y répond pas, il pourra donc saisir des voies de conciliation, donc soit le conciliateur de justice de son territoire, soit la commission départementale de conciliation des rapports locatifs de l'Aude. Et si la conciliation échoue, le locataire pourra saisir le tribunal judiciaire donc, de son domicile pour demander la condamnation du bailleur à lui rembourser le dépôt de garantie qui sera dans ce cas-là majoré de pénalités qui sont égales donc, à 10% du dernier loyer par mois de retard de restitution. Alors, Alison nous fait signe. Alors oui, on a une question de Pierre. Donc Pierre va bientôt quitter son logement et il a peur que l'agence ne lui rende pas sa caution. Est-ce qu'il a le droit de ne pas payer son dernier mois de loyer? Alors non, il ne peut pas en effet déjà anticiper une non-restitution du dépôt de garantie, il ne peut pas se faire sa propre justice par anticipation, il ne peut pas donc ne pas payer son dernier mois de loyer, parce qu'en effet, il se met en situation d'impayé de loyer. Alors, par contre, il peut le faire avec l'accord du bailleur. Bon, un accord écrit bien sûr pour se protéger. Alors, s'il le fait quand même, qu'est-ce que le bailleur peut faire? Alors, soit en effet, il attend le décompte final du dépôt de garantie avec un solde débiteur, en effet, qui lui sera réclamé au locataire par voie amiable puis judiciaire, soit le bailleur peut agir tout de suite aussi pour recouvrer cet impayé de loyer avec des moyens d'action comme l'injonction de payer devant le tribunal judiciaire compétent. Et souvent, Aurélien, on a aussi des allocataires qui nous contactent lorsqu'ils quittent un logement, puisque le versement de l'aide au logement a lieu sur le compte du bailleur. Ils sont en litige sur ce dernier mois. Par exemple, un locataire qui quitte le logement le 31 octobre. Donc, le 5 novembre, l'aide au logement d'octobre va être versée sur le compte du bailleur. Ils sont en litige. Donc, nous, côté CAF, on ne peut pas intervenir dans ce litige. Qu'en est-il de la réglementation ? Alors là, il y a deux situations possibles. Alors, première situation, le locataire a fait l'avance de son premier loyer en début de bail, donc ce qui est généralement le cas puisqu'il est censé payer son loyer d'avance. Donc, dans ce cas-là, l'aide au logement qui aurait été perçue aurait été intermichue avec un crédit, donc, qui va se reporter mois après mois jusqu'à la fin du bail. Et donc, ce crédit devra être remboursé par le propriétaire bailleur au locataire, donc par voie amiable, puis judiciaire si le bailleur résiste à ce remboursement. Alors, seconde possibilité, le bailleur et le locataire se sont mis d'accord dès le début du bail pour qu'il n'y ait pas d'avance du premier loyer, auquel cas cette aide de logement est venue régulariser en effet le premier loyer. Et en fait de bail, donc la dernière aide de logement viendra régulariser le dernier loyer sans que le bailleur, en effet, n'ait à rembourser cette somme au locataire. Alors, on vient de voir tout ce que doit faire un locataire lorsqu'il quitte un logement. Côté CAF, il convient de déclarer votre changement d'adresse dans les meilleurs délais. Ça va éviter des versements d'aide au logement à tort qu'on pourrait par la suite peut-être vous réclamer. Donc, on vous le rappelle, la situation déclarée sur votre profil doit être conforme à votre réalité. Il est donc important de déclarer un changement de situation dès qu'il intervient. Alors, si vous souhaitez bénéficier de l'aide au logement pour votre nouveau logement, il est essentiel de faire une nouvelle demande pour ce logement et ce, dans les meilleurs délais. Même si vous emménagez dans l'appartement d'en face, vous gardez la même adresse. Dès qu'on change de logement, on doit refaire une nouvelle demande d'aide au logement. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, on va prendre encore une fois un exemple. Vous bénéficiez de l'aide au logement pour le logement A. Vous allez quitter ce logement le 15 septembre et vous aménagez dans le logement B le 16 septembre. Vous faites votre demande d'aide au logement pour le logement B sur CAF.fr et vous remplissez toujours les conditions pour bénéficier de l'aide au logement. L'aide au logement de septembre va être versée pour l'ancien logement, donc le logement A, donc septembre sera versé le 5 octobre. Et pour votre nouveau logement, le droit à l'aide au logement s'ouvrira en octobre, versé le 5 novembre. Alors attention, si vous déménagez et n'emménagez
pas le même mois, il y a une différence dans la date d'ouverture de droit à l'aide au logement. Donc, dans ces cas-là, le mieux, c'est de contacter les services de votre CAF. Alors, Alison. Alors oui, on a une dernière question de Sonia. Donc, le propriétaire de son logement change. Que doit-elle faire? Alors, dans ce cas-là, bon, déjà, juridiquement, ça ne change rien, puisque le contrat de location, en effet, va être transféré. Alors, en cas de décès du propriétaire, ça va être transféré aux ayants droit. En cas de vente, ça va être transféré à l'acquéreur. Donc, le contrat est transféré aux mêmes conditions. Et la durée du bail, d'ailleurs, se maintient, là aussi, jusqu'à son échéance, sans différence. Alors, dans ce cas-là, le locataire, il doit, en effet, se rapprocher du bailleur, qui a généralement fait cette démarche au préalable, pour juste modifier les modalités de paiement du loyer. Il faudra payer dorénavant le loyer au nouveau et puis à l'ancien. Alors, si le bailleur tarde à se faire connaître de vous, bon, conservez quand même les loyers, provisionnez-les, pour éviter d'avoir un impayé de loyer transitoire. Oui, et puis côté CAF, vous n'avez pas déménagé, donc il n'est pas nécessaire de refaire une nouvelle demande d'aide au logement. Votre nouveau propriétaire devra nous faire parvenir une attestation de loyer complétée et son RIB s'il souhaite le versement direct de l'aide au logement. Alors Aurélien, nous arrivons au terme de notre présentation, mais avant de conclure, est-ce que tu peux nous indiquer les diverses permanences de la DIL? Oui, bien sûr. Donc, je pense que ça affiche sur l'écran. Donc, alors, pour contacter la DIL, donc, il y a le numéro unique, c'est le 04 68 11 56 20. Donc, en appelant ce numéro, vous pourrez avoir des renseignements directement de la part de nos juristes, ou fixer un rendez-vous téléphonique, ou fixer un rendez-vous aussi donc, en présentiel sur nos différents lieux de permanence au droit, alors sur Carcassonne, Narbonne, Lézignan, Quillan, et je l'espère bientôt sur tout le territoire au droit. Alors, pour retrouver toutes ces informations, donc, vous pouvez aller visiter notre site www.adil11.org ou nous envoyer aussi une demande par mail à l'adresse info@adil11.fr. Donc, n'hésitez pas à profiter de ces permanences pour être aidé dans vos démarches ou dans vos litiges. Concernant la CAF de l'Aude, si vous souhaitez être aidé pour faire votre démarche d'aide au logement, donc une démarche sur caf.fr, vous avez à votre disposition les rendez-vous VisioConnect. C'est un conseiller de la CAF de l'Aude qui va vous aider à travers le partage d'écran pas à pas dans votre démarche. Et si vous souhaitez avoir des renseignements concernant votre dossier, votre droit à l'aide au logement, les paiements, et bien là, c'est un rendez-vous en visio-rendez-vous. Donc, inutile de se déplacer, ça sera à travers une webcam et le conseiller répondra à toutes vos questions. Vous allez pouvoir télécharger le document que l'on vous a présenté lors de notre présentation et vous retrouverez notre webinaire sur notre chaîne YouTube de la CAF de l'Aude. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à visionner tous nos webinaires, notamment ceux sur l'aide au logement ou ceux faits en partenariat avec la DIL. Aurélien, encore un grand merci pour ta présence aujourd'hui. Merci à l'équipe en coulisses. Merci à vous. À bientôt.